Bien le bonjour les anxieuses, et aujourd'hui on va parler d'Aquaman 2, Aquaman and the Lost Kingdom, film qui est censé sortir au mois de décembre. Je dis censé parce que à force d'être poussé, ça devient une arlésienne ce truc. Ah, il est bien perdu. Ah, pour le coup, il porte bien son nom. Et je voulais faire ma petite vidéo concernant mes attentes, concernant mes craintes, pourquoi pas éventuellement émettre quelques suppositions, quelques théories concernant le scénario. Film dont on ne sait absolument rien d'ailleurs. Il y a eu un behind the scene diffusé dans un DC Fandom il y a 2-3 ans en arrière. Depuis, il y a eu la projection en huis clos d'un trailer destiné à une poignée de journalistes triés sur le volet. Mais il y a quelques informations bonnes à prendre et je voulais rebondir justement sur ces informations. Donc le trailer aurait confirmé le port du costume bleu. Donc j'en ai déjà parlé, j'ai fait une vidéo dessus, je vous y retourne. Costume bleu, costume dit d'infiltration, imaginé par Neil Posner en 86 dans une mini-série en 4 épisodes, post-Crisis on Infinite Earths, designé par Craig Hamilton. Voilà, le costume était porté par Aquaman pour qu'il puisse se fondre dans l'environnement aquatique et s'infiltrer derrière les murs de Tirnan à Auge. Finalement, ça n'a pas marché, parce que d'entrée de jeu, le mec s'est fait gauler. Directement, hop, en prison. Voilà, ne passez pas par la case départ, ne touchez pas 20 000 francs. Donc l'infiltration et Aquaman, ça fait 2. Et, et donc finalement, ce costume n'a servi à rien dans le comics de base dont on est censé s'inspirer. Hein, parce que après ça, il n'y a pas eu de notion d'infiltration. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Jason Momoa discret, c'est compliqué, parce que forcément le mec est un buveur de bière, il rote, et il sent les aisselles et ça sent bon, ou pas? J'imagine difficilement ce mec être discret, mais pourquoi pas? Une scène d'infiltration, ça peut être très cool. Par contre, juste une scène. Je voudrais pas que ce costume bleu qui ressemble à rien, parce que je sais pas, c'est anti-iconique, quoi, il n'y a pas de symbole d'Atlantide. Putain, c'est moche, c'est sombre. Non, c'est pas Aquaman ça. Je voudrais pas que ce costume bleu, ils prennent le pas sur le costume doré, le costume traditionnel, celui qu'on a eu seulement 10 minutes à la fin du premier film. Je voudrais qu'il y ait un film complet dans lequel le costume doré, le costume jaune ou orange, ça dépend si vous êtes daltonien ou pas, soit majoritaire. Imaginez une saga de Spider-Man avec le costume noir qui serait majoritaire, ça casserait les couilles à tout le monde, en tout cas à moi. Pareil pour Superman. Donc je voudrais que le costume doré revienne en force. Et éventuellement, pourquoi pas ce costume d'infiltration, mais pendant 10 minutes, pas plus. Une scène d'infiltration. Une scène d'infiltration, ça peut être très cool si Aquaman utilise ses pouvoirs, ce qu'il ne fait pas beaucoup dans le premier film, hein, parce qu'à part ouvrir la gueule d'une baleine en grand pour se cacher dedans avec Mera et piloter le kraken, enfin le karaten, pardon. À la fin, il n'y a pas spécialement d'utilisation de télépathie aquatique, qui est le principal pouvoir d'Aquaman. Donc ça me pose problème. Donc là, j'aimerais bien que ce film fasse le focus sur la télépathie aquatique d'Aquaman. S'il doit s'infiltrer, qu'il utilise des poissons lanternes pour éclairer sa route, qu'il utilise des anguilles électriques pour s'infiltrer dans des environnements clos et difficilement accessibles, qu'il utilise lance des bancs de poissons afin de l'informer sur la position des ennemis, tu vois, enfin c'est ça quoi, c'est ça Aquaman, hein, c'est les poissons le rencardent sur ce qui se passe autour de lui. Ça, faudrait pas l'oublier dans le film. Ça serait cool, en tout cas. Donc pourquoi pas une scénette d'infiltration, mais pas que le costume bleu, qui est pas beau, en tout cas moi personnellement je l'aime pas, prenne le pas sur le costume doré. Ça c'est une de mes premières attentes. Alors, dans ce trailer, on voit également le bébé d'Arthur et Mera. Et là on arrive en terrain glissant les petits gars. La mort du prince, 1977-1978. Compliqué là. Compliqué parce qu'on le sait très bien, il n'y aura pas d'Aquaman 3. Ok, donc si le bébé apparaît dans ce film et qu'on respecte la mort du prince, le bébé doit mourir dans le même film. Alors, je vais désamorcer le truc directement, le bébé ne mourra pas. Je doute qu'en 2023, dans un film de super-héros, on ait encore suffisamment les couilles pour faire crever un bébé. Ça m'étonnerait. On n'arrive déjà pas à faire mourir des passants, des citoyens de seconde zone, des gens d'arrière-plan. Tu vois, on n'y arrive plus, on n'ose plus. Donc faire mourir un bébé en premier plan, c'est mort. Voilà. Quoi qu'il arrive, le bébé, je suis pas contre, je serais même plutôt pour.
parce que pour moi, c'est un des événements enfin, c'est l'événement le plus important de l'histoire d'Aquaman, la mort de son fils. Seulement, attention, faire mourir un personnage, ça marche quand on a eu le temps de s'attacher au personnage. Quand Gwen Stacy meurt dans Amazing Spider-Man 2, ça marche parce qu'elle a été introduite dans le premier film. D'ailleurs, introduire Gwen Stacy, c'est un concept qui me paraît pas si déplaisant que ça. Bref, peu importe. Mais c'est pour cette raison que ça marche. Quand Harry Osborn meurt à la fin de Spider-Man 3, ça marche. En tout cas, ça marche sur moi parce que on l'a connu en tant que meilleur ami du jeune héros à la fac dans Spider-Man 1. Et forcément, après, il y a eu cette rivalité qui s'installe entre les deux. On est passé de l'amour à la haine. Et quand Harry Osborn meurt à la fin de Spider-Man 3, je suis désolé, moi, ça me touche parce qu'il est là depuis tout le temps. C'est comme ça, en fait, qu'on rend des morts impactantes au cinéma. C'est en créant un lien entre le spectateur et le personnage. Et là, étant donné qu'il n'y aura pas d'Aquaman 3, parce que très clairement, la meilleure idée, ça aurait été déjà qu'Arthur et Mera se marient dans Aquaman 2, avant d'avoir un gosse. Parce que la religion, tout ça, tout ça. Non, je déconne, calme-toi. Non, mais c'est parce qu'en fait, le mariage d'Arthur et Mera, pour moi, il est extrêmement important parce qu'il faut savoir que c'est le premier mariage de super-héros DC Comics. Puisque chez Marvel, il y avait déjà eu les X-Men, mais chez DC Comics, c'est le premier mariage représenté dans un comics. C'est celui d'Aquaman et de Mera. Donc c'est ultra important. D'ailleurs, il est iconique ce mariage parce qu'il y a tous les membres de la Justice League qui arrivent avec leur scaphandre là, pour assister au truc, pour pouvoir respirer sous l'eau. Forcément, ils ont un scaphandre autour de la gueule. Mais c'était rigolo et voilà, c'est le premier mariage DC Comics de super-héros, quoi. C'est hyper important. Donc j'espère qu'il y aura une référence à ça dans le film. Et avant le bébé, le mariage, s'il vous plaît, bordel. Respectez les anciennes valeurs. L'idéal, ça aurait été d'avoir le mariage dans le deuxième film, la naissance du bébé à la fin du deuxième film, et la mort dans le troisième film. Comme ça, on a un personnage qui évolue sur le long terme. Là, ce qui va se passer, étant donné qu'il n'y aura pas de troisième film, c'est que le bébé, si jamais il doit mourir, eh ben, il mourra dans le même film dans lequel il a été introduit. Et moi, personnellement, ça ne fonctionne pas. Quand on fait mourir un personnage dans le même film dans lequel on l'a introduit, quand c'est une saga, je parle, hein. Quand c'est un film one-shot, évidemment, tu peux pas faire autrement. Mais quand on est sur une saga, sur une trilogie, par exemple, ça marche moins. Tu vois, par exemple, quand Rachel Dawes meurt dans The Dark Knight, ça ne marche pas sur moi. Alors vous allez dire, le personnage est introduit depuis Batman Begins, donc elle est là sur 2 films. Oui, mais étant donné qu'on a changé l'actrice en cours de route, j'y crois pas. Et cette mort est beaucoup moins impactante qu'elle l'aurait été si jamais on avait gardé l'actrice originale. Donc bon, quoi qu'il arrive, moi, concernant mes attentes, je suis complètement baisé. Voilà. Je suis complètement baisé parce que j'aurais pas ce que je veux. J'aurais voulu l'introduction du bébé dans le 2, la mort dans le 3, et là, on aura l'introduction dans le 2 et probablement pas la mort. Et si on a la mort, on l'aura dans le 2. Mais la mort, je le rappelle, je n'y crois pas. Parce qu'on est en 2023 et les gens n'ont plus de couilles. Pourquoi la mort du bébé, c'est extrêmement important dans l'histoire d'Aquaman? C'est parce que c'est pas juste la mort du fils d'Arthur. Enfin, c'est pas juste, c'est déjà énorme, hein. Mais ça va avoir énormément de répercussions sur tout le reste. Peter David va réutiliser cet événement et va faire de son Aquaman un personnage dépressif, aigri, devenu violent à l'extrême. C'est-à-dire que le mec, il a un harpon à la place de la main, il plante des tibias, il plante des cuisses, bordel de merde. Et il se rend compte qu'il est en train de partir en javel, quoi. Il se rend compte qu'il est en train de partir en couille. Et ça tranche littéralement avec le boy scout qu'il a été pendant l'âge d'argent et l'âge d'or. Parce que, notamment pendant l'âge d'argent, Aquaman, c'était un boy scout, hein, même au début de l'âge de bronze. C'était très clairement le personnage bon sous tout rapport, le gendre idéal, bien coiffé malgré les courants contraires, la mâchoire carrée, les yeux bleus perçants, avec une morale indéfectible. Et tout ça, ça va être ébranlé par la mort de son fils, parce que Peter David va mettre le doigt là-dessus. Et c'est pour cette raison qu'Aquaman, il se retrouve avec les cheveux aux épaules, façon Kurt Cobain, la grosse beubare. Il y a une transformation physique qui traduit la détresse psychologique du personnage. Ça, malheureusement, on ne pourra même pas l'avoir dans la saga cinématographique, parce que Jason Momoa, il a déjà les cheveux longs à la barbe. Donc déjà, ça me casse un truc, tu vois.
La mort du bébé, c'est donc ça, c'est donc le fait qu'Arthur vrille psychologiquement lorsque la mort d'Arthur Junior intervient en 1978. Tu vois que le personnage, il prend des décisions à la con. Parce que c'est un père de famille qui est en train de perdre son enfant. Il attaque Aqualad, son meilleur pote. Il l'attaque sans se poser aucune question pour sauver son enfant. Et plutôt que de s'assurer que son enfant est bel et bien mort, il préfère partir à la poursuite de Black Manta, alors que son enfant en réalité n'est pas mort. Ça, c'est l'arc Death of a Prince de 1977 et 1978, hein, David Michelini. Et ce qui est ultra intéressant, c'est que Mera, elle, elle fait ce que ferait n'importe quelle mère qui se respecte. Elle va essayer de sauver son gosse parce qu'en fait, le gamin, il n'est pas mort. Il arrive dans les bras de Vulko et Vulko constate qu'il y a encore un espoir. Donc Mera, elle va remuer ciel et mer pour aller sauver son enfant. Elle va devoir retourner récupérer une technologie propre à Xebel, en territoire de Xebel. Alors, à l'époque, ça ne s'appelle pas Xebel, hein, mais on va appeler ça la dimension Aqua. Elle va devoir affronter Lyron, qui est le premier usurpateur du trône de Xebel, sans lequel Mera ne serait jamais arrivé dans notre dimension à nous, sur Terre 1. Sans Lyron, Mera n'aurait jamais rencontré Arthur, il n'aurait jamais été sur Terre 1, tout simplement. Et bref, Mera va devoir retourner dans sa patrie natale pour récupérer une technologie disparue, se confronter à Lyron, et lorsqu'elle va revenir, eh bien, ça sera trop tard. Vulko va lui annoncer la triste nouvelle, son bébé est mort. Elle a mis trop de temps, là. Elle a mis trop de temps, bordel de merde. Et pourquoi elle a mis trop de temps? Parce qu'elle était toute seule. Si Arthur, au lieu de s'entêter à poursuivre Black Manta pour assouvir sa soif de vengeance, il aurait aidé sa femme à sauver leur enfant, le gamin sera encore en vie. Et ça c'est ouf. Parce qu'à partir de là, le couple va être déchiré. Le couple va être déchiré. Forcément, Mera, elle va en vouloir à Arthur. Elle va le haïr, elle va le maudire, elle va même l'attaquer, elle va l'agresser physiquement. Hein. C'est ultra violent. Hein. Après quoi, le couple va se rabibocher et ils vont déménager d'Atlantide pour aller vivre à New Venice, histoire de s'aérer un petit peu, sans mauvais jeu de mots. Dans la continuité de 1959. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'ont fait Keith Giffen et R.L. Fleming lorsqu'ils ont retconné l'origin story d'Aquaman dans leur mini-série en 6 épisodes, pardon, parce qu'il y a 5 issues plus un épisode spécial. Ça s'appelait The Legend of Aquaman. On est en 1989 et ils vont reprendre juste après la mort du prince et ils vont imaginer la suite de la mort du prince, sans toute la période Bob Rozakis dégueulasse. Par contre, ils vont retconner les origines du personnage. C'est à eux qu'on doit le fait qu'Arthur Curry, en fait, à la base, il s'appelait Orin. C'était un enfant full Atlante, abandonné par ses parents Atlante sur Mercy Reef, et recueilli, puis élevé comme un fils adoptif par un gardien de phare qui s'appelait Arthur Curry, et non pas Tom Curry. Ça, c'est l'origine story retconnée par Keith Giffen et R.L. Fleming en 89. Mais on n'est pas sur un reboot complet du personnage à ce moment-là, on est juste sur de la retcon, parce qu'on modifie l'origine de 1959, ok. Par contre, toute la suite de la continuité, on la prend en compte. Donc, c'est pas du reboot, c'est de la retcon. Et qu'est-ce qu'il nous raconte Keith Giffen et R.L. Fleming en 89? Eh bien, lorsqu'Arthur, après s'être isolé d'Atlantide à la suite de la mort du bébé, sa femme lui en veut, donc il y a clairement une scission dans le couple, eh bien, il s'isole. Il fuit Atlantide, il s'isole, et il va revenir en Atlantide plusieurs années après. Et là, Mera, depuis le temps, a été internée dans un hôpital psychiatrique. Elle a perdu la raison, elle est devenue complètement folle. Lorsque Mera va comprendre que son mari est de retour, elle va tout faire pour s'évader, pour aller se venger. Et on va avoir un affrontement cruel entre Arthur, qui va retenir ses coups forcément, parce que c'est sa femme qui l'attaque. Donc il retient ses coups, et Mera, qui elle est prise dans une rage folle, et qui va tout mettre en œuvre pour faire payer à son mari la mort de leur enfant. Après quoi, Mera disparaîtra pendant une certaine période. Et je trouve ça complètement dingue. T'imagines que si ça s'était adapté au cinéma, ça prendrait à contre-pied tout le bullshit, tout le cinéma de merde bien pensant qu'on a à l'heure actuelle, dans lesquels il ne se passe plus rien. On a des films de super-héros dans lesquels il ne se passe absolument plus rien actuellement.
Si maintenant, plutôt que de me dire et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, si maintenant tu me dis non, ils ont eu un enfant, il est mort des mains de Black Manta et ça a créé une déchirure extrême dans le couple, putain, ça serait, sans déconner, est-ce que ça aurait pas de la gueule? Est-ce que ça aurait pas de la gueule? Est-ce que ça aurait pas quelque chose à raconter? Qu'on voit rarement dans le cinéma hollywoodien blockbuster. Mais ça sera pas fait. Spoiler, spoiler, ça ne sera pas fait. Parce qu'il faut avoir des coronesses pour faire ça. Moi, personnellement, je l'aurais fait. Mais ça ne sera pas fait. Et puis, de toute manière, on n'a plus qu'un film parce qu'il n'y aura pas de 3, comme j'expliquais. Donc, du coup, tu n'auras pas le temps de développer tout ça dans un seul film. On sait qu'il y aura Karshon dans le film. Karshon, c'est celui qui manipule le conseil constitutionnel d'Atlantide pour débouter Arthur de ses fonctions de roi. Est-ce qu'il aura ce rôle dans le film? On ne sait pas. En tout cas, je l'espère. Ça peut être intéressant. Mais là où j'émets un bémol, c'est qu'il faudrait voir Arthur en tant que roi. Pour qu'il y ait un... Parce que si demain tu me dis que Arthur est débouté de ses fonctions, ok, mais si on n'a pas vu ce qu'il était capable de faire en tant que roi, finalement ça n'a aucun sens. Moi je voudrais voir Arthur, le temps d'un film, à sa place de souverain d'Atlantide, essayer de rapprocher idéologiquement et politiquement parlant la surface d'Atlantide. Voilà, c'est le rôle d'Aquaman, ça. Et le fait d'être débouté de ses fonctions, d'être écarté du trône, de devoir s'exiler avec sa famille dans l'Aqua Cave, ce qui arrive justement juste avant la mort du prince. Hein. Là, on est sur un scénario de Paul Levitz, dans les années 70. Ça, c'est ultra intéressant, mais pour que ce soit intéressant, il faut déjà qu'on voit Arthur faire son boulot droit. Et là, en un film, dans lequel il y a Karshon, j'ai peur que ce soit expédié. C'est vraiment ma grosse crainte concernant Aquaman 2, c'est que tout soit expédié en fait. C'est qu'ils aient voulu mettre trop de choses, parce qu'ils avaient prévu de faire un 3 à la base, faut pas l'oublier. Seulement on leur a dit non, finalement il n'y aura pas de 3. Et du coup j'ai peur que James Wan, il ait demandé à son scénariste de retravailler le script, et que finalement il ait voulu conserver les éléments importants qu'il avait prévus peut-être sur le long terme, j'aimais des hypothèses, hein, et que finalement tout ça soit expédié dans le 3, dans le 2, pardon, dans le 2. Ça poserait problème. Et j'ai peur que ça se passe comme ça. Donc voilà, la mort du prince, c'est un événement à ne pas traiter à la légère. Si vous n'êtes pas capable de le faire correctement, avec tout ce que je viens de vous dire, n'émettez même pas l'idée qu'Arthur et Mera puissent avoir un enfant. Et d'ailleurs là, je m'adresse directement aux haters d'Amber Heard, je ne sais pas s'il y en a sur la chaîne, mais au cas où, fermez vos gueules une bonne fois pour toutes en fait. Fermez vos gueules une bonne fois pour toutes, parce que Mera, sans elle, il n'y a pas d'histoire Aquaman. Ou alors, c'est des histoires de merde. Voilà. Mera, c'est elle qui apporte tout le sel à Aquaman. C'est à partir de l'apparition de Mera que les histoires d'Aquaman ont commencé à être intéressantes. En 1963, c'est à partir de là que ça a commencé à avoir de la gueule, parce que forcément, il y a une famille qui a été fondée, et puis Black Manta qui a mis son grain de sel, pour rester dans le champ lexical du sel. Et ça, c'est pareil, c'est une de mes autres craintes concernant le film, c'est que on a écouté ces gens-là, ces haters, là, les mecs qui se pavanent en ville avec des pancartes. Fermez vos gueules, vous n'êtes pas des fans de comics, vous n'êtes pas des fans de DC. Si vous demandez qu'on coupe Mera du montage final, c'est que vous n'êtes pas des fans d'Aquaman, vous n'êtes pas des fans de comics, voilà, tout simplement. Parce que moi, ce qu'elle a fait dans la vie privée, la meuf, je m'en contrecarre le cul. Si un juge a estimé qu'elle avait le droit de jouer dans un film, eh ben, point final, elle a le droit de jouer dans un film. Le reste, j'en ai rien à foutre, ça ne me regarde pas. Ça regarde la juridiction américaine, ça regarde les avocats, ça regarde les juges, les jurés, etc. Ça ne me regarde pas moi en tant que spectateur. Moi, en tant que spectateur d'Aquaman, en tant que fan d'Aquaman, ce que je veux, c'est Mera. C'est Amber Heard, parce que c'est elle qui jouait Mera jusque-lors, qui jouait Mera dans le premier film. J'ai pas envie qu'on me switch d'actrice, parce que ça me casse tout. À chaque fois qu'on change d'acteur en plein milieu d'une saga, ça me casse le délire. Franchement, ça casse la continuité, je n'y crois plus. La magie disparaît. Et en tant que fan de DC Comics, en tant que fan d'Aquaman, je vous le dis, Mera doit avoir une place importante dans ce film, surtout s'il y a le bébé. Voilà.
Là-dessus, je suis intransigeant. Une autre de mes attentes, ce serait de voir Atlantide. Et pas comme une carte postale. Parce que c'était le problème du premier film. C'est oui, on la voyait rapidement, mais en fait, on ne faisait que la survoler. C'était une carte postale. Regarde, c'est joli. On visitait quoi concrètement? La salle du trône, une épave perdue dans la vieille ville, et puis la reine de feu. Bah, c'est tout, quoi. Moi, je voudrais qu'on soit en pleine immersion dans l'Atlantide, qu'on vive avec les citoyens, qu'on voit d'ailleurs des Atlantes. On ne les voit pas, les Atlantes, dans le premier film. On voit des gardes de l'armée royale, c'est tout. Mais on ne voit pas des citoyens Atlantes qui vont au marché, qui vont assister à des activités, à des loisirs, je sais pas, on pourrait imaginer clairement une activité sportive en Atlantide. Faites quelque chose, faites vivre cet univers. Je voudrais qu'on voit cet univers vivre. Je voudrais qu'on voit l'Atlantide vivre. Et d'ailleurs, je voudrais qu'on voit le dôme autour de l'Atlantide. Parce que la première fois qu'Atlantide est apparu dans un comics d'ici, c'était en 1939. C'était une histoire de Zatara, le père de Zatanna. C'était pas dans une histoire d'Aquaman du tout. Et déjà, l'Atlantide, elle avait le dôme autour. Il y avait déjà ce dôme de cristal, de verre ou de pierre poreuse. Vous prendrez ce que vous voudrez. Mais quoi qu'il arrive, elle avait déjà cette allure, ce visuel de ville en bouteille. Tu sais, les bouteilles de neige que tu as et que tu renverses et ça fait de la neige et tu es content quand tu as 6 ans. Voilà. Visuellement, c'est ultra intéressant, quoi. Et d'autant plus que moi, j'ai des explications pour faire revenir le dôme, parce qu'il n'est pas là dans le premier film, le dôme. Mais on pourrait imaginer que les Atlantes, sachant qu'il y a une menace qui les guette, qu'il y a un danger qui les guette, et qui va frapper incessamment sous peu, eh bien, ils réveillent une magie ancestrale, oubliée, interdite, pourquoi pas, et qu'ils fassent revivre le dôme autour de la cité. C'est un petit peu le synopsis de Damnet sur Aquaman Rebirth. Voilà. Donc je voudrais voir le dôme, je voudrais qu'on soit dans l'Atlantide. Ce qui serait intéressant, c'est que si Arthur doit s'exiler d'Atlantide parce que Karshad a pris le pouvoir, c'est qu'ils doivent y retourner discrètement. D'où l'utilisation du costume bleu. Là, ça pourrait être ultra stylé d'avoir un côté un peu thriller en huis clos dans Atlantide. Arthur qui doivent rester discrets pour pas se faire gauler par les gardes et tout. Ça pourrait être ultra cool. Je pense que j'ai trop d'attentes, trop d'espoir concernant ce film maintenant. Alors on sait que Black Manta sera de retour, tant mieux, parce que moi Black Manta, je le considère comme étant la némésis ultime d'Aquaman. D'aucuns diront qu'ils préfèrent Ocean Master, mais Ocean Master, dès sa première apparition en 1966, il faut bien comprendre que tout de suite elle a été vendue comme le demi-frère d'Aquaman. Et dans ses premières apparitions à Ocean Master, déjà il y avait ce concept de c'est pas lui le salopard. C'est-à-dire qu'il y a un épisode dans lequel apparaît Black Manta, d'ailleurs à la première apparition de Black Manta enlève le bébé et son projet c'est d'asphyxier l'Atlantide tout entière. Déjà le mec pour sa première apparition il est béton. Le concept est béton et c'est Ocean Master qui va délivrer le bébé. Parce que pour lui il est hors de question que quelqu'un d'autre fasse du mal à Arthur. Si quelqu'un doit tuer Arthur, ce sera lui, ce sera pas Black Manta. Seulement ça, au final, quand tu creuses vraiment le personnage d'Orm, de Ocean Master, tu te rends compte que c'est pas totalement vrai. Tu te rends compte qu'en réalité, il n'ose pas aller au bout parce que ça reste son demi-frère. Et ça, ce concept de fraternité a été très bien exploré par Neil Posner, justement avec Craig Hamilton dans la fameuse mini-série avec le costume bleu en 86. Mais c'est vrai que depuis la première apparition de Ocean Master, personnellement, j'ai eu du mal à le considérer comme étant la némésis ultime. Par contre, Black Manta, quand il apparaît, lui, d'entrée de jeu, il fait du mal, il fait du sale, il se pose pas de questions. Il n'y a pas cette barrière, lui, familiale avec Arthur. Lui, il en a rien à foutre. Lui, il fait du sale, point final. Donc pour moi, c'est la némésis ultime et heureusement, il va revenir dans ce film. S'il y avait une trilogie, ça aurait dû être le boss final, l'ennemi du troisième film. Parce qu'on n'est pas dans une Atlantide qui va exploiter la mythologie de Kordax. Parce que très clairement, sinon, ça aurait été Kordax le boss final. Mais on n'est pas dans ce délire-là. Il faut l'oublier complètement. Là, on est dans un délire New 52. Donc, on ne va pas aller puiser chez Peter David, malheureusement. Parce que pour moi, Kordax, ça aurait été le summum. Mais
si on reste avec Ocean Master et Black Manta, c'est très clairement Black Manta qui doit avoir ce rôle de Némésis final. Et donc, étant donné qu'il n'y aura pas de troisième film, il revient dans le deuxième film. Tant mieux. Tant mieux. C'est exactement ce que je voulais voir. Le concept de Black Trident qui a été teasé, pour être franc avec vous, je ne le connais pas du tout ce concept. Le Black Trident, ça ne me parle pas. J'ai lu la quasi-intégralité des histoires d'Aquaman du Silver Age, l'intégralité des histoires d'Aquaman du Bronze Age. J'ai pas mal attaqué le Dark Age dernièrement. Et le Black Trident, c'est quelque chose qui ne me parle absolument pas. Déjà, le concept de trident dans une histoire Aquaman, il faut bien comprendre que ça remonte à Peter David. C'est pas si vieux. Ça date des années 90. Le trident, avant, ça n'existait pas dans la mythologie d'Aquaman. Il y a bien quelques représentations d'Arthur avec un trident au cours de l'âge d'or, mais on est juste sur de la représentation picturale uniquement. C'est-à-dire que tu sais, tu as toujours une grande page, une pleine page dans les vieux comics pour marquer le début de l'histoire, tu as toujours une pleine page, et il y a déjà eu des représentations d'Arthur avec un trident, mais le trident ne revenait pas dans l'histoire en question. C'était juste de l'iconisation, c'est tout. Ça n'allait pas au-delà. Le trident ne servait à rien, le trident, tu ne le revoyais pas. Il faut attendre Peter David et les années 90 pour avoir un épisode dans lequel Aquaman utilise un trident. Donc le Black Trident doit remonter probablement à cette période-là. J'ai lu la première partie du run de Peter David, il n'y a pas cette notion de Black Trident. J'ai lu la quasi-intégralité de la série numéro 6 de 2003, il n'y a pas ce concept de Black Trident. Dans les New 52, ça n'existe pas. Alors dans les New 52, il y a deux tridents. Il y a le trident d'Atlan, qu'il a au début du run, ce qui a été publié en VF sur Urban Comics, Geoff Jones, Jeff Parker. Et il y a le trident de Neptune qui intervient lorsque Cullen Bunn arrive au scénario. Et le trident de Neptune, il est complètement craqué parce qu'il permet à Aquaman de léviter, de voler. Alors pas comme Superman, mais en tout cas de léviter dans les airs. C'est un trident qui permet d'invoquer la foudre, de générer des tempêtes. C'est un trident qui permet de créer des portails interdimensionnels. Le trident fait le café. C'est une Senseo le truc. Ça, c'est le trident de Neptune qui n'est pas le même que le trident d'Atlan qu'on a au début des New 52. Mais le concept de Black Trident, je ne l'ai jamais lu nulle part. Alors, ça existe probablement dans un comics qui me serait passé sous le nez. Mais honnêtement, je ne vois pas lequel. Peut-être à la fin du run de Peter David. Peut-être. Je dis bien peut-être. Et si ça se trouve, et je pense que c'est plutôt ça, à mon avis, c'est un concept inédit pour le film. C'est un concept qui a été imaginé pour le film. Je suis pas trop fan de l'idée du Black Trident. Parce qu'il y a ce côté un peu double maléfique. Bon, là, on ne parle pas d'un personnage, on parle d'un objet. C'est trop facile. Tu sais, c'est le concept du double maléfique, quoi. Je suis désolé, je commence. Tu sais, la Good Ale, la Good Ale, elle fait 7,2%, il fait 42 degrés. Je t'explique que la fin de la vidéo va être compliquée. Mais en très gros, qu'est-ce que je voulais dire je sais plus ce que je voulais dire, petit gars. Mais oui, voilà, c'est le concept de double maléfique. Quand c'est bien fait, quand c'est du Nega Flash, enfin du Reverse Flash, quand c'est du Venom, quand c'est du Black Adam, ok, c'est bien fait. Mais j'ai peur qu'on soit dans la facilité pure et dure. Avec ce trident démoniaque, Black Manta va pouvoir ravager l'Atlantide. Vous n'avez pas autre chose à faire sans déconner. Wait and see. Alors, évidemment, le film n'est pas sorti, on ne sait absolument rien. Pourquoi je fais cette vidéo, les petits gars? Pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce qu'en fait, je me languis d'avoir ce trailer. Voilà. Je me languis d'avoir ce premier trailer. J'ai hâte d'avoir ce putain de trailer pour vous faire une vidéo réaction, pour vous dire ce que j'en pense. Si éventuellement j'ai relevé des références à des histoires, à des comics. Et pour l'instant, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. C'est dommage. Ça va arriver, hein, voilà. Ça va arriver, certes, mais ça met un petit peu de temps. Je suis déçu d'avance. Parce qu'on n'aura pas une trilogie. On aura 2 films. Apparemment, les premières projections étaient catastrophiques. Il y a eu des très mauvais retours. J'attends de voir parce que les gens... C'est les mêmes gens qui ont encensé Shazam, qui ont encensé Wonder Woman 84. Les premières projections étaient absolument fantastiques, incroyables. Le meilleur film d'ici depuis Christopher Nolan.
Wonder Woman 84. Donc bon, s'ils disent que c'est de la merde, il y a peut-être un espoir finalement. Il y a peut-être un espoir. Mais ouais, quoi qu'il arrive, tous les concepts que je viens de vous évoquer ne peuvent pas être développés et bien exploités en un seul film. Il aurait fallu 2 films pour le faire, le 2 et le 3. Là, ça va être compliqué. Carchon, l'éviction du pouvoir, Arthur qui doit s'exiler dans l'Aqua Cave, la mort du bébé par Black Manta, la scission dans le couple, la fracture même, devrais-je dire. Waouh. À mon avis, c'est mort. Autre chose que je voudrais bien voir aussi dans Aquaman, c'est New Venice. New Venice, c'est une ville, comme son nom l'indique, qui ressemble très fortement à Venise, hein, entre mer et terre, qui apparaît très tôt, durant l'âge d'argent, qui revient un petit peu pendant l'âge de bronze, à la fin de l'âge de bronze, et qui n'a pas été réutilisé depuis. Mais New Venice, c'est très clairement le genre de concept géographique que je voudrais voir utilisé dans une saga Aquaman. Parce que pour moi, une saga Aquaman doit être réalisée comme une saga Pirates des Caraïbes. Tu vois, je prends cet exemple. Qu'est-ce qui se passe dans Pirates des Caraïbes? Quand tu commences la saga, tu es dans notre monde, un monde très actuel, un monde très réel. Tu es dans l'histoire, tu es dans le passé, mais tu es sur notre monde. Et plus tu avances, plus on arrive sur des territoires extraordinaires, des territoires imaginés, des environnements complètement fantastiques. Dans le deuxième film, tu as un bateau qui sort de la flotte, tu vois, tu as le Hollandais volant, quoi. Et c'est ça que j'adore dans Pirates des Caraïbes, c'est que petit à petit, eh bien, on t'emmène, on te prend par la main et on t'emmène dans quelque chose qui tend de plus en plus vers le fantastique. Pour moi, une saga Aquaman doit être réalisée exactement de la même manière. C'est ce que fait le premier film. On commence sur la terre ferme, Amnesty Bay dans le Maine, et puis on arrive en Atlantide, et puis après on creuse, on va dans l'océan oublié, là où il y a les dinosaures et la mer d'Atlanta, ce qui a été inspiré de Jeff Parker. C'était pas forcément une bonne source d'inspiration de Jeff Parker, mais bon, dans le film, ça passe plutôt bien. Mais voilà, c'est ça que j'attends d'une saga Aquaman, c'est que petit à petit, on me fasse découvrir des environnements complètement fantastiques, fantasmés, et New Venice pourrait être hyper stylé, quoi. Imaginez la ville de Venise, mais avec le côté DC Comics fantastique en plus, quoi. Il y aurait quelque chose à faire, visuellement, ça pourrait être vachement, vachement stylé. Donc, bon, c'est pareil, à mon avis, New Venice, on ne l'aura pas. On sait que James Wan s'est inspiré de films de science-fiction d'extraterrestres des années 50-60. Alors ça me fait un peu peur parce que très clairement ça fait écho au Silver Age. Mais vraiment. C'est-à-dire que j'ai lu énormément d'histoires au Silver Age qui faisaient appel à des extraterrestres, des petits bonhommes verts avec des grandes oreilles et des pistolets laser qui venaient sur Terre pour capturer Aquaman pour l'emmener dans un zoo aquatique sur leur planète. J'ai lu ce genre de truc. Hein. Le Silver Age des années 50-60. J'ai lu ça. Hein. Et la façon dont parle James Wan de son film, j'ai l'impression qu'on sera dans un petit peu là-dedans, quoi. Donc c'est un peu peur, parce que le Silver Age de cinéma, c'est compliqué. Hein. Quand tu t'appelles pas James Gunn, c'est compliqué. Wait and see, tout ceci. Oula, je vais finir ma bière avant qu'elle finisse dans la bagnole. Parce qu'après, je vais être obligé de passer l'aspi, tout le bordel, ça va être la merde. Quoi qu'il arrive, les petits gars, ceci est une vidéo à prendre avec des pincettes. On n'est que sur de la théorie, de la supposition de fanboy que je suis. Mais voilà, j'avais rien d'autre à faire. Voilà, j'avais rien d'autre à faire parce qu'en fait, en ce moment, je suis en train de lire les Superman Chronicles. J'ai fini le gros pavé de 496 pages. Il me reste le deuxième. Donc, ça prend du temps à lire et c'est pour ça qu'il n'y a pas de vidéo carrée sur la chaîne en ce moment. Donc, pourquoi pas combler les trous avec ce genre de vidéo qui restera probablement pas. Voilà. Merci à vous tous ces petits gars d'avoir suivi. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous attendez de ce film Aquaman 2. Clairement, dites-moi ce que vous en pensez. Je serais très curieux d'avoir votre avis. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les zingues. J'espère que j'ai tout dit. Sinon, je vais devoir faire du montage.